Dans un monde en mutation, où les alliances se reforment et les équilibres géopolitiques vacillent, trois puissances, la Corée du Nord, la Chine et la Russie, se dressent aux côtés de l'Iran, défiant ouvertement la diplomatie américaine. Cette vidéo explore les racines spirituelles et humaines de ces tensions. Comment la quête de puissance, les peurs collectives et les appels à la justice résonnent à travers l'histoire. Nous plongerons dans 6 dimensions, chacune guidée par un style unique, un récit évocateur, une question inspirante et un verset coranique pour éclairer notre réflexion. Les ombres de la revanche. Imaginez l'aube grise qui se lève sur Pyongyang. Le chant strident du coq résonne, mais les ruelles restent figées, comme retenues par un souffle de tension. Dans les salons feutrés du Palais du Soleil, là où les portraits temples de Kim Il-sung et Kim Jong-il veillent silencieusement, se joue une autre guerre, celle des esprits et des alliances. On y prépare non pas des chars, mais des traités secrets et des manœuvres diplomatiques. Au cœur de ces murs épais, un général de l'armée populaire se souvient de son enfance pendant la guerre de Corée. Il se rappelle les bruits assourdissants des bombardements, les cris déchirants des mères cherchant leurs enfants sous les décombres, et la fumée noire qui assombrissait le ciel. Ces souvenirs, gravés dans sa chair, ont façonné sa vision du monde. La Corée du Nord ne peut plus tolérer qu'une puissance étrangère vienne dicter sa vie ou décimer sa population. À ses yeux, l'Iran n'est pas simplement un allié stratégique. C'est un frère de douleur, un État martyrisé par les sanctions et les menaces d'intervention, dont le sort lui rappelle trop clairement sa propre histoire. Dans les couloirs, on évoque le parallèle. La même volonté de survie, la même défiance envers ceux qui jugent et menacent. Le général murmure à ses collaborateurs que un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre, citant un ancien adage translittéré en coréen. Cette conviction intime d'une revanche nécessaire forge une alliance tacite, le partage d'armes défensives, l'échange d'informations satellitaires et surtout une solidarité idéologique contre l'hégémonie perçue de l'Occident. Le récit se déplace ensuite à bord d'un vol militaire discret reliant Pyongyang à Téhéran. À son bord, un diplomate nord-coréen se remémore un voyage de jeunesse à Damas, où il avait croisé un réfugié iranien fuyant la guerre Iran-Irak. Tous deux, à l'époque, n'étaient que des adolescents en quête de paix. Ce témoin silencieux se souvient de la prière qu'ils avaient récitée ensemble, unissant leurs voix dans l'évocation d'Allah, implorant que cesse la haine et que renaisse la fraternité et la compassion. Ce moment, gravé dans sa mémoire, alimente aujourd'hui sa détermination. Nos passés douloureux nous lient, non pour poursuivre une vengeance stérile, mais pour défendre notre dignité collective. De retour à Pyongyang, l'atmosphère se charge d'une ferveur presque mystique. Les bannières aux couleurs patriotiques volettent dans la brise matinale, tandis que des versets coraniques traduits en coréen s'affichent sur des écrans géants. Le choix de ces versets n'est pas un simple ornement. Il s'agit d'un appel à la justice universelle. Et quiconque lutte ne lutte que contre lui-même. Et jamais ton Seigneur ne s'écartera de ses serviteurs. Coran 39. Ces mots résonnent dans l'âme de chaque officier, rappelant que la véritable bataille se mène d'abord dans le cœur de l'homme. Le général, debout face à ses subordonnés, déclame à voix haute un deuxième verset. « Ô vous qui avez cru, soyez fermes, témoins équitables, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. » Coran 5:8. Ce rappel coranique agit comme un souffle nouveau. Il transforme la rancune en résistance fondée sur la justice, et non sur la simple revanche. Dans cette section narrative, nous comprenons que l'alliance de la Corée du Nord avec l'Iran n'est pas dictée uniquement par des intérêts géopolitiques immédiats, mais par une mémoire partagée de souffrances et de défis. Cette mémoire collective forge une relation complexe, mélange de loyauté indéfectible et de volonté farouche de ne plus jamais être considéré comme jetable par les grandes puissances.
Question stimulante. Quelle blessure historique portez-vous encore en vous et comment cela façonne-t-il vos alliances et vos choix aujourd'hui? Le souffle de la dissidence. Au lever du jour, sur les rives calmes du fleuve Amour, là où les eaux glissent paisiblement de la Sibérie vers la Mandchourie, un vieux moine bouddhiste s'assied sur un rocher moussu. Son regard se perd dans l'horizon brumeux et sa respiration épouse le rythme lent du courant. Dans le silence, il médite sur la notion d'équilibre universel. L'harmonie ne naît pas de la soumission aveugle à la force, mais de la reconnaissance et du respect de la diversité des voies et des chemins. Pour la Chine contemporaine, soutenir l'Iran ne se limite pas à une simple alliance stratégique face à l'Occident. C'est aussi un écho spirituel à cette voie du juste milieu, Zongyong, chère à la pensée confucéenne, une quête d'équité où l'on évite l'excès de pouvoir comme l'excès de faiblesse. En s'érigeant aux côtés de Téhéran, Pékin affirme qu'aucun acteur mondial ne doit dominer à lui seul et que l'équilibre du monde repose sur un réseau complexe de forces qui se tiennent mutuellement en tension. Le moine ferme les yeux et perçoit, dans le bruissement des feuilles, le murmure d'une dissidence pacifique, une invitation à résister non par la violence, mais par la force tranquille de la justice. Il se souvient d'un enseignement du Bouddha. La paix ne vient pas de l'absence de conflits, mais de la capacité à les résoudre avec compassion. Dans cet esprit, la Chine, en soutenant l'Iran, ne cherche pas à déclencher un choc frontal, mais à créer un équilibre où chaque puissance apprend à dialoguer depuis sa différence et non à écraser l'autre. Au-dessus de lui, un martin-pêcheur plonge soudain, brisant la surface miroitante du fleuve. Un geste fulgurant et déterminé, rappelant que la juste action se pose dans l'instant, avec certitude et humilité. Le moine murmure une invocation silencieuse, contemplant la danse de l'oiseau comme un symbole. Même le plus petit acte, s'il est motivé par la justice, peut troubler l'ordre injuste et semer les germes d'une solidarité nouvelle. Dans ce paysage immobile, la dissidence devient alors un souffle, non pas un vent dévastateur, mais un courant porteur de renouveau. La Chine voit dans la résistance iranienne une opportunité de réinventer la coopération mondiale en rappelant que l'injustice à l'un est une menace pour tous. Ainsi, l'ombre du fleuve Amour porte le message que chaque nation, grande ou petite, participe à la respiration équilibrée de la terre. Verset coranique pour guider le méditant. Allah n'aime pas les gens injustes. Coran 3, 57. Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte blâmable et la rébellion. Coran 16, 90. Question stimulante. Comment trouver dans vos propres relations et engagements l'équilibre entre loyauté envers un ami et fidélité à vos principes profonds? Murmure de l'âme révolutionnaire. Dans l'immensité glacée de la steppe sibérienne, là où le vent chante des complaintes anciennes et où la neige recouvre les plaines comme un linceul d'argent, un jeune poète russe allume une seule chandelle dans sa modeste yourte. Cette lueur vacillante, fragile face à l'obscurité sans limite, lui rappelle la flamme d'une audace indomptable. Ses doigts, encore engourdis par le froid, tracent sur le parchemin des vers ardents, défiant le silence imposé par les hauts grands frères qui, selon lui, prétendent dicter l'avenir du monde. Ces mots jaillissent comme un feu intérieur, incandescent. Lorsque l'ombre s'étend, c'est la lumière de la liberté qui brille le plus fort. Chaque phrase est un cri contenu, un appel à la révolte contre l'arbitraire et la peur. Il imagine l'Iran comme un foyer de résistance, un sanctuaire de douleurs et de fiertés ancestrales, où l'affrontement avec les puissances extérieures forge une détermination plus vive que n'importe quelle forge de métal. Le poète se lève, emmitouflé dans son manteau de laine, et regardé par la petite lucarne de bois. À l'horizon, les étoiles semblent s'être regroupées, observant la terre gelée avec une attention muette. Il se sent lié à ces astres. Tous deux veillent sur l'invisible, sur les âmes assoiffées de justice. Dans le bruissement des pins, il entend les souffles lointains des caravaniers perses traversant les déserts millénaires, porteurs de versets sacrés
et de récits de miracles. Ses pensées dérivent vers les légendes de l'Iran ancien. Cyrus le Grand, qui libéra les captifs de Babylone. Les mystiques soufis, qui cherchaient l'union avec l'infini au-delà de toute tyrannie. Il décèle dans cette histoire un écho de sa propre quête. Échapper à l'oppression par la force de la poésie, par l'irruption subversive de la vérité. De retour à sa plume, il compose de nouveaux vers qui s'élèvent en volutes d'encre. Sur les ailes du vent, je porte la protestation des cœurs brisés, pour que chaque lien de chaîne devienne prière libérée. À chaque mot, son cœur bat plus fort, comme poussé par la conviction que la véritable révolution naît de l'intérieur, dans le souffle même de la parole. Il se rappelle alors une exhortation coranique, traduite dans la langue de Tolstoï, et dispense-toi gracieusement, car il n'aime pas les prodigues. Coran 82, 6, 7. Ces versets résonnent en contrepoint de son propre appel. Il ne suffit pas de briser les chaînes extérieures, encore faut-il cultiver la générosité de l'âme, ne pas abuser de la liberté conquise, pour sombrer dans l'excès ou l'orgueil. Le poète replie le parchemin et le glisse dans une enveloppe qu'il scelle de cire rouge portant l'emblème d'un faucon. À travers ce vol silencieux, pense-t-il, que ces mots atteignent l'âme de ceux qui, de Riyad à Téhéran, de Moscou à Pékin, témoignent du même désir ardent de dignité. Il envisage alors la poésie comme un pont invisible, tendu au-dessus des fossés de la peur et de l'agression. Chaque lecteur captif de la censure partage désormais la flamme qui brûle en lui. Avant de regagner son sommeil, il ferme les yeux et imagine la chandelle vacillant moins qu'au début de la nuit. Il sent en lui une chaleur nouvelle, celle de la communion silencieuse entre tous les peuples épris de justice. Dans son dernier souffle avant le sommeil, il adresse une prière muette, que la rébellion poétique d'un cœur isolé suffise à déclencher l'étincelle d'un renouveau universel. Question stimulante. Quelle flamme intérieure refusez-vous d'éteindre malgré les pressions extérieures? Les rouages de la solidarité stratégique. Lorsque le professeur Khalid, ancien ambassadeur chevronné, entre dans l'amphithéâtre de l'Institut international de relations, ses étudiants savent qu'ils vont assister à un cours hors du commun. Ce matin-là, il déploie sur le pupitre une carte du monde bariolée de lignes et de flèches. Comprendre les alliances, c'est avant tout maîtriser l'art subtil de l'équilibre, commence-t-il d'une voix posée, tandis que ses yeux balayent l'assemblée. 1. Containing containment. Un principe double. Imaginez une digue face à la mer, explique-t-il en projetant l'image d'une levée maritime. La première digue est visible. C'est votre front diplomatique, vos déclarations officielles, vos traités. Mais derrière, il existe une seconde digue, plus discrète. C'est votre réseau secret de soutien, de coopération non déclarée, d'échange de renseignements. C'est cette strate cachée qui rend la frontale dissuasion réellement efficace. Il nomme ce principe, le containing containment, un double verrouillage. Verrou visuel containing. Sanctions économiques, manifestations publiques de fermeté, alliances médiatisées, verrou discret, containment, échanges militaires secrets, accords logistiques confidentiels, programmes de formation technique. C'est ce second volet qui permet de rendre la menace crédible. Sans lui, les déclarations tonitruantes restent vaines, car l'adversaire pressent un bluff. 2. Un maillage mondial, du Xinjiang à Vladivostok. Voyez la Chine, poursuit le professeur en faisant défiler la carte. Pékin investit massivement dans le Xinjiang, non seulement pour son pont terrestre vers l'Asie centrale, mais aussi pour y installer des centres de surveillance et d'analyse de données. Ceux-ci servent, en coulisses, à surveiller les flux de capitaux et d'armes transitant vers l'Iran. Il pointe ensuite Vladivostok. Depuis ce port russe, des cargos affrètent du matériel non létal. Pièces de rechange pour centrifugeuses, outils de maintenance pour pipeline, qui sont convoyés discrètement vers le golfe Persique. Cela renforce la résilience iranienne face aux embargos. Chaque nœud de ce maillage devient un maillon de la chaîne d'équilibre mondiale, infrastructure terrestre, route, pipeline, port maritime, logistique discrète, centre de renseignement, cybersurveillance et contre-espionnage. 3.
Le rôle pivot de la diplomatie non déclarée. Le professeur Khalid narre ensuite l'histoire de Sarah, une de ses anciennes élèves, devenue conseillère politique à l'ambassade d'un pays asiatique. En 2023, lors d'une crise énergétique, elle a négocié, sans en informer son gouvernement, un prêt de carburant auprès d'entreprises iraniennes. Grâce à cette manœuvre, sa nation a évité une panne généralisée. Cet exemple, commente-t-il, illustre la diplomatie de l'ombre. Parfois, pour préserver la stabilité, il faut transgresser les protocoles rigides. 4. Pourquoi ces alliances stratégiques? Le professeur énumère 3 motivations principales. Dissuasion mutuelle, personne n'ose attaquer l'un des alliés s'il sait que les autres réagiront en chaîne. Partage de coûts et risques. Un réseau solidaire permet de répartir les dépenses militaires et de réduire la vulnérabilité de chaque État. Projet de réforme de l'ordre mondial. En constituant un contrepoids, ces alliances visent à négocier une redistribution plus équitable des blocs de pouvoir. Il conclut cette partie théorique en rappelant que ces stratégies ne sont pas issues d'un désir de confrontation permanente, mais d'une volonté de prévention. Mieux vaut préparer la paix avec des moyens robustes que d'essayer de la conquérir après la guerre. 5. Une mise en perspective coranique. Le professeur Khalid cite alors un verset pour éclairer le débat. Les alliances au jour du jugement n'avantageront ni les alliés qu'ils soutenaient. Coran 8, 72. Il commente « Cette injonction coranique nous rappelle la limite de toute coalition. Au-delà du contexte temporel et géopolitique, la loyauté ultime appartient à la justice divine. Aucun pacte terrestre ne peut garantir la faveur éternelle si les intentions ne sont pas pures. » Il ajoute un deuxième verset « Et tenez fermement tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. » Coran 3, 103. Ce rappel souligne que, même dans les alliances stratégiques, la cohésion et la sincérité doivent en primer sur les intérêts égoïstes ou les manipulations. Question stimulante. Dans vos relations personnelles, comment choisissez-vous vos alliés pour préserver votre propre intégrité et éviter d'être entraîné dans des conflits qui ne sont pas les vôtres? La tension entre Washington et ses rivaux révèle plus qu'un simple affrontement de puissance. Elle met en lumière nos propres clivages intérieurs. En observant comment la Corée du Nord, la Chine et la Russie se liguent avec l'Iran, interrogeons-nous sur nos alliances, nos peurs et nos espoirs. Puisons dans la sagesse coranique et l'exemple des justes pour transformer nos craintes en actions solidaires et bâtir, pierre après pierre, un monde d'équité et de paix.